Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et je souhaite que vous passiez avec nous un très agréable moment. Alors allons-y. Let's do it. I have good news for you. C'est de la Formule Express. J'adore ça. Ah bon? On fait pas chier. On essaye? Allez. Une fois de plus, nous allons disputer une partie dangereuse. Une partie d'échecs contre notre éternel adversaire, la marine américaine. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette 60e Formule Express de Retour à l'écran. Moi c'est Max et je vais vous raconter comment l'un des romans d'espionnage les plus vendus des années 80 a pris vie devant la caméra du réalisateur de Piège de cristal, Predator ou Last Action Hero. Ce roman, c'est À la poursuite d'Octobre Rouge de Tom Clancy, adapté pour le grand écran 1990 par John McTiernan avec Sean Connery, Alec Baldwin, Sam Neill, Scott Glenn et le regretté James Earl Jones dans les rôles principaux. Sorti en France le 29 août 1990, soit une semaine après le mythique Gremlins 2 et une semaine avant une autre suite, celle de Robocop, le film de McTiernan a connu un beau succès non seulement en France, mais également dans le reste du monde, devenant un classique instantané du genre thriller d'espionnage. Ce succès a renforcé la réputation de McTiernan en tant que maître du cinéma d'action et a surtout révélé à un large public le talent de Tom Clancy en tant que créateur de récits captivants sur la guerre froide. Pour toutes celles et ceux qui n'ont jamais lu ou vu À la poursuite d'Octobre Rouge, ça raconte quoi ? 1984, en plein cœur de la guerre froide. Le capitaine soviétique Marko Ramius commande l'Octobre Rouge, un sous-marin équipé d'un système de propulsion silencieux qui le rend presque indétectable par les radars. Parti en mission avec son équipage, Ramius décide de faire défection en emmenant l'Octobre Rouge avec lui. Il souhaite livrer le sous-marin et ses secrets à l'Occident pour protester contre le régime soviétique, ce qui pourrait déclencher un conflit mondial si ses intentions sont mal interprétées. Les soviétiques, découvrant la disparition du sous-marin, informent les Américains que Ramius est un traître et demandent leur aide pour le détruire. Cependant, Jack Ryan, un analyste de la CIA, soupçonne que Ramius ne veut pas attaquer les États-Unis mais cherche plutôt à trouver refuge. Une course contre la montre commence pour Ryan, qui doit convaincre les autorités américaines des véritables intentions de Ramius, tout en évitant que l'Octobre Rouge ne soit détruit par les forces soviétiques et américaines. Si l'éventualité que vous soulevez se vérifiait, si ce Russe avait l'intention de trahir son pays, quelle décision devrions-nous prendre? C'est évident, on s'empare du sous-marin. Je vous donne 3 jours pour prouver que votre théorie est correcte. Après ça, je devrais coincer Ramius et le détruire. On est d'accord? Nous sommes en 1984. Le producteur Mace Neufeld, qui a notamment permis à La Malédiction, le film de Richard Donner, de voir le jour, cherche un roman adapté pour le grand écran. Un jour, il envoie l'un de ses collaborateurs dénicher dans un salon du livre la pépite tant convoitée. Il est revenu avec un livre édité par une petite maison d'édition, À la poursuite d'Octobre Rouge. Je l'ai emporté chez moi et c'est rapidement devenu mon livre de chevet. J'ai contacté la maison d'édition qui m'a dit de m'adresser à un agent représentant un nouvel auteur, Tom Clancy. J'ai alors commencé à négocier les droits du livre. À la poursuite d'Octobre Rouge est en effet le premier roman de Tom Clancy, un jeune auteur passionné dès son jeune âge par l'histoire militaire, les armes et la technologie. Écarté du service militaire en raison de sa mauvaise vue, il se tourne vers des études en littérature, obtenant un diplôme en anglais au Loyola College en 1969. Mais c'est en 1984 qu'il écrit ce premier roman, publié par une petite maison d'édition, la Naval Institute Press. Vendu à plus de 5 millions d'exemplaires, le livre devient un best-seller international et lance sa carrière. Une carrière pendant laquelle il crée une série centrée sur le personnage de Jack Ryan, avec parmi les œuvres les plus célèbres, Jeux de guerre, Danger immédiat et La somme de toutes les peurs, également adaptées au cinéma. Et ça, j'y reviendrai plus tard. Ces œuvres ont inspiré plusieurs séries de jeux vidéo comme Rainbow Six, Splinter Cell ou plus récemment Ghost Recon, qui ont elles-mêmes connu un grand succès. Devenu l'une des figures les plus emblématiques de la littérature d'espionnage et des techno-thrillers, Tom Clancy nous quitte malheureusement en 2013 à l'âge de 66 ans. On revient en 1984. Le producteur Mace Neufeld, qui a obtenu les droits du premier roman de Tom Clancy, se rend vite compte qu'il a eu le nez creux.
À la poursuite d'Octobre Rouge devient donc rapidement un best-seller à travers le monde, ce qui laisse présager un accord rapide et facile avec un grand studio pour l'adapter au cinéma. Mais étrangement, aucune major ne répond favorablement au projet de Neufeld. Le producteur reçoit comme explication que cette histoire, écrite par un jeune auteur alors inconnu, est trop compliquée à comprendre. Mais Neufeld ne désespère pas, et après plus d'1 année et demie à frapper aux portes, il parvient enfin à convaincre un cadre supérieur de la Paramount de faire le film. Les scénaristes Donald Stewart et Larry Ferguson sont alors engagés pour travailler sur l'adaptation du roman dense de Clancy. Je travaillais pour Paramount, se souvient Larry Ferguson. Je venais de finir Presidio et Le flic de Beverly Hills 2. Et Ned Tannen, l'un des patrons du studio, m'a dit « Pourquoi ne ferais-tu pas À la poursuite d'Octobre Rouge ?» J'ignorais ce que c'était, alors j'ai lu le livre. C'est là que j'ai compris que l'adaptation cinématographique allait poser de nombreux problèmes. C'est surtout très intimidant quand on se rend compte de la taille et de la complexité du livre. J'estimais justement qu'il était impossible d'avoir tous les éléments du livre dans le scénario. Les deux hommes vont en effet éprouver les pires difficultés pour mettre en forme un scénario basé sur une histoire complexe, en quasi huis clos et bourré de détails sur la géopolitique de l'époque. Ils se voient alors contraints de faire quelques impasses et sacrifices par rapport au récit de Clancy. Une fois la première version du scénario terminée, se pose alors la question du réalisateur qui aura la lourde tâche de rendre ce script complexe, accessible au grand public et d'en faire un film à grand spectacle. John McTiernan venait juste de finir Predator, se souvient Neufeld. Je suis allé chez la Fox avec Ned Tannen pour visionner quelques séquences et après cela, on a immédiatement décidé de l'engager. John McTiernan, qui projetait de réaliser lui-même 58 minutes pour vivre, la suite de son Piège de cristal, accepte donc finalement la proposition de Neufeld de rejoindre le projet d'Octobre Rouge. Il y avait quelque chose que j'avais ressenti à propos du roman, la forte influence d'un classique de la littérature américaine. L'île au trésor. Je crois que le livre est sorti en Europe avant les États-Unis. À cette époque, je travaillais en Angleterre, et je l'ai tellement aimé que j'ai accepté de faire le film. L'arrivée de John McTiernan à la tête du projet va imposer un retour à la case départ. Le réalisateur, connu pour son souci du détail et son approche rigoureuse, demande à ce que le scénario soit revu afin qu'il soit le plus proche possible du livre de Clancy. Je suis allé voir Ferguson et j'ai dit « Larry, j'aime beaucoup ton scénario, mais je ne vais pas m'en servir. » Larry a eu assez de générosité pour laisser tomber le script qu'il avait écrit et nous avons simplement commencé à en écrire un autre. Le producteur Mace Neufeld contacte alors de son côté la marine américaine pour obtenir son approbation et son aide. Pour cela, le capitaine Michael Sherman, directeur du bureau d'information régional ouest de la Navy à Los Angeles, suggère quelques modifications au scénario afin de présenter la Navy sous un jour plus positif que dans le livre de Clancy. Une fois le scénario validé par toutes les parties, la Navy autorise la production à accéder à plusieurs sous-marins de la classe Los Angeles, permettant ainsi de photographier des portions non classifiées du Chicago et du Portsmouth pour les utiliser dans la conception des décors et des accessoires. L'armée fournit également des conseillers et des formateurs pour s'assurer que chaque membre du casting soit le plus crédible possible dans son rôle. Commence alors le périlleux exercice de la recherche des acteurs qui vont incarner les personnages imaginés par Clancy. Qui pour incarner Jack Ryan, le jeune agent de la CIA ? Le choix est crucial car il s'agit d'un personnage central qui porte une grande partie de la tension dramatique du film. J'avais lié un lien d'amitié avec Kevin Costner, se souvient Mace Neufeld. Je lui ai parlé du rôle de Jack Ryan, mais il était débordé à l'époque et surtout très enthousiaste de réaliser prochainement son premier film, Danse avec les loups. Je lui ai dit « Tu préfères faire un film sur des bisons que sur un sous-marin ?» On a alors décidé de chercher un jeune acteur qui monte et d'en faire une star grâce à ce rôle. Cet acteur qui monte, c'est Alec Baldwin, qui à l'époque commence à se faire un nom à Hollywood grâce à des rôles marquants dans des films comme Beetlejuice de Tim Burton ou Working Girl de Mike Nichols. Mon agent m'a appelé pour me dire d'aller à la Paramount afin de rencontrer McTiernan et Neufeld. C'était assez incroyable. C'était mon premier grand rôle dans un film. Baldwin va énormément s'impliquer dans son rôle, allant jusqu'à proposer à McTiernan d'ajouter des séquences spectaculaires dans lesquelles il exécuterait lui-même ses propres cascades. Cette implication montre non seulement son engagement envers le personnage de Jack Ryan, mais aussi son désir de rendre le film aussi authentique et palpitant que possible. Baldwin souhaite ainsi apporter une dimension supplémentaire à son personnage, renforçant l'intensité et le réalisme des scènes d'action.
Pour n'importe quel film, il est essentiel de s'investir pleinement afin de comprendre et transmettre l'essence du personnage au spectateur. Il est donc nécessaire de s'approprier le rôle en profondeur. Face à Baldwin, il faut un acteur de poids pour incarner le capitaine soviétique Marco Ramius. Le premier choix de Mace Neufeld se porte sur Klaus Maria Brandauer, un acteur autrichien connu notamment pour ses rôles dans Out of Africa et surtout Jamais plus jamais, l'épisode non officiel de James Bond où Sean Connery endosse pour la dernière fois le costume du célèbre espion britannique. Cependant, après quelques essais non concluants, Neufeld décide finalement de se tourner justement vers un certain Sean Connery. J'allais partir en vacances pour jouer au golf, puis repartir pour l'Écosse, mais ils m'ont coincé à Londres et m'ont envoyé par fax ce qu'ils avaient comme scénario. Une fois que j'ai été impliqué, c'était difficile de refuser. Pourtant, Sean Connery refuse dans un premier temps le rôle. L'acteur écossais estime que l'histoire n'a plus aucun sens dans le contexte politique du moment. En effet, à cette époque, les relations entre les plus grandes puissances mondiales sont en pleine détente et la glasnost est en vigueur du côté soviétique. Rappelons qu'à la fin des années 80, le président de l'URSS, Mikhaïl Gorbatchev, avait mis en place la perestroïka, une politique de réforme économique et politique destinée à moderniser l'Union soviétique. Cette politique était accompagnée de la glasnost, qui prônait la transparence et une plus grande liberté d'expression. Le producteur Mace Neufeld va vite comprendre pourquoi Sean Connery refuse dans un premier temps d'endosser le costume de Marco Ramius. J'ai dit à Sean que l'histoire se déroulait quelques années auparavant au cœur des tensions entre les États-Unis et l'URSS. Il me répond « Non, ce n'est pas le cas ». Je lui dis que si. Lisez l'introduction qui apparaîtra à l'écran avant le début du film. Il me répond qu'il ne l'a pas. Lorsque le scénario a été faxé à Sean Connery, il manquait en effet la première page qui expliquait que l'histoire se passait avant l'arrivée de Gorbatchev au pouvoir. Avec ce complément d'information, le célèbre Écossais finit par accepter de participer au projet. Avant d'appareiller, j'ai envoyé une lettre à l'amiral Padorin, dans laquelle je lui ai annoncé notre intention de passer à l'ouest. Vous avez signé notre arrêt de mort. Padorin va nous envoyer toute la flotte. Vous ne pouviez pas vous contenter de livrer le sous-marin aux Américains, vous éprouviez le besoin d'en faire un scandale politique. Mon projet remonte au jour où l'amirauté m'a communiqué les plans de ce bâtiment. Un sous-marin conçu dans un but très clair. Pour ce qui est du reste, ce sont des choses dont je porte seul le fardeau. Le scénario de À la poursuite d'Octobre Rouge, accordant également une large place au second rôle, nécessitait donc de rassembler d'autres acteurs talentueux pour donner vie à ces personnages essentiels à l'intrigue. Le premier, c'est Sam Neill, un acteur néo-zélandais connu du grand public pour son rôle dans Jurassic Park. Il est choisi pour incarner le commandant second Vassili Borodin, un personnage loyal et dévoué à Marco Ramius. Croyez-vous qu'ils me laisseront vivre dans le Montana ? Je suis sûr qu'ils vous laisseront vivre dans l'endroit que vous voudrez. On a le droit de faire ça ? Oui. Sans passeport ? Sans passeport, tous les États-Unis. On retrouve également Scott Glenn, vu dans L'étoffe des héros et Le silence des agneaux, qui endosse ici le costume du commandant Bart Mancuso, le capitaine du sous-marin américain USS Dallas. Pour ce rôle, Glenn aura le privilège d'être formé par un commandant de la Navy. En montant à bord du sous-marin, le Salt Lake, pour ma formation, j'étais sous la responsabilité du commandant Tom Fargo. Un homme très ferme, très dur, mais il savait aussi se détendre et se laisser aller avec ses hommes jusqu'à un point que je n'aurais jamais imaginé. Le capitaine de ce sous-marin était un type fantastique avec qui je suis resté ami. Il m'a dit « Scott, j'espère que cela ne vous ennuie pas, mais j'ai donné l'ordre à tout l'équipage de vous considérer au même grade que moi. » Donc, au cours des prochains jours, chaque fois qu'on sera en sortie, lorsqu'ils me feront un rapport, ils s'adresseront aussi à vous, puis je vous dirai ce qu'on va faire. Parfois, je vous demanderai d'aller dans vos quartiers quand il s'agira d'affaires top secrètes. Finalement, c'était comme s'il me donnait un cours de théâtre. James Earl Jones, qui nous a malheureusement quittés il y a peu et qui incarna la voix légendaire de Dark Vador, mais également celle de Mufasa dans Le Roi Lion, hérite lui du rôle de l'amiral Greer. C'est à l'époque l'une des premières fois qu'un acteur noir incarne un officier de si haut rang dans l'armée américaine. Un choix délibéré du réalisateur John McTiernan. C'était peut-être un peu novateur d'avoir un amiral noir dans un film. Un homme représentant l'autorité
que tout le monde respecte, qui donne des ordres et dont les origines ne rentrent pas en ligne de compte. Il se trouve qu'il est afro-américain, mais personne n'y prête attention. On n'oublie pas 3 autres acteurs de poids qui viennent compléter le casting. Courtney Bivens, vu notamment dans la série New York Section Criminelle. L'acteur suédois Stellan Skarsgård, qui incarne le commandant du sous-marin russe chargé de stopper la fuite de l'Octobre Rouge. Et enfin Tim Curry, l'inoubliable interprète du Rocky Horror Picture Show. John McTiernan va également offrir un rôle important à Larry Ferguson, l'un des 2 scénaristes du film. Il y a bien des années, avant de ranger mes jouets d'enfant, je me prenais pour un acteur de cinéma. Aujourd'hui, j'ai différentes façons d'écrire. La première que j'ai toujours utilisée consiste à jouer tous les rôles. Je me lève et arpente la pièce en criant comme Jack Ryan ou Marco Ramius, peu importe. John McTiernan m'observait à chaque avancée du scénario et un jour il m'a dit « Tu devrais jouer le rôle du chef de bord ». Une fois que le casting a été bouclé, j'ai vu une feuille d'appel et j'ai vu mon nom dessus sans même avoir donné ma réponse à John. Cela faisait 16 ans que je n'avais pas joué. J'ai donc demandé de l'aide à un professeur de théâtre. Finalement, comme j'étais l'un des scénaristes du film, j'en ai profité pour me rajouter dans le plus de scènes possible. Après avoir obtenu un budget de 30 millions de dollars, l'équivalent de 72 millions d'aujourd'hui, la production de À la poursuite d'Octobre Rouge débute le 3 avril 1989. Cependant, McTiernan et la Paramount réalisent rapidement que le scénario présente quelques faiblesses. Le rôle du commandant de l'Octobre Rouge, incarné par Sean Connery, manque en effet de profondeur, de personnalité et d'une histoire permettant de mieux comprendre les motivations de cet homme décidé à passer à l'Ouest. Il devient donc impératif d'enrichir certaines scènes pour mieux développer le personnage et enrichir son parcours. Pour cela, la Paramount engage John Milius, le réalisateur du mythique Conan le Barbare, comme script doctor. Milius va alors rédiger quelques monologues pour Sean Connery, mais également de nombreuses lignes de dialogue en russe, afin de crédibiliser les échanges entre les membres de l'équipage de l'Octobre Rouge. Certes. Conscient qu'il serait difficile pour le spectateur de suivre les échanges en russe entre les membres de l'équipage de l'Octobre Rouge pendant toute la durée du film, McTiernan et ses scénaristes trouvent une idée ingénieuse. En toute logique, le film débute avec les acteurs parlant russe, accompagnés de sous-titres. Mais dès les premières minutes du film, l'acteur Peter Firth, qui interprète un commissaire politique soviétique, a pour tâche de passer subtilement du russe à l'anglais en prononçant le mot Armageddon qui est identique dans les 2 langues. Un point de bascule qui va permettre à tous les dialogues en russe d'être exprimés en anglais à partir de ce moment-là. Et le 7e des anges lentement éleva sa coupe dans les airs et une voix retentit parmi les nuées et dit « C'en est fait ». Ce n'est que lors de la scène de rencontre entre les sous-mariniers soviétiques et américains que certains acteurs parleront à nouveau russe. Tourner la majeure partie d'un film dans un espace aussi exigu qu'un sous-marin s'avère complexe et peu pratique, notamment pour permettre à la caméra de circuler et de multiplier les angles de vue. McTiernan et le directeur de la photographie Jan de Bont, futur réalisateur de Speed et Twister, ont donc fait construire en studio, sur des plateaux différents, 3 reproductions détaillées de postes de commandement de sous-marins montés sur des vérins hydrauliques pour simuler les mouvements des sous-marins, leur permettant ainsi de filmer ces scènes d'intérieur avec le plus de liberté possible. L'autre défi auquel il doit faire face est de trouver comment distinguer les 3 sous-marins, les 2 Russes et celui de la Navy, afin que le spectateur ne se demande jamais dans quel sous-marin il se trouve à chaque séquence. C'est Jan de Bont qui trouve la solution. Quand on est dans les sous-marins et qu'on passe de l'un à l'autre, ils se ressemblent tellement qu'il fallait que le public sache instantanément qu'on est soit dans l'USS Dallas, soit dans le Konovalov ou soit dans l'Octobre Rouge. On ne voit en effet souvent que la nuque des acteurs, donc on ne sait pas qui ils sont. J'ai donc fait le choix distinctif, avec John McTiernan et Terry Marsh, le décorateur, de créer une combinaison de lumière bien reconnaissable. L'USS Dallas est rouge, l'Octobre Rouge est bleu et le Konovalov est vert. C'est subtil car les couleurs ne sont pas vives, mais on sait tout de suite où on est. Ça aide le public à sentir une sorte de chorégraphie, car si on coupe d'un gros plan sur un sous-marin, il est difficile de se repérer dans le plan suivant.
Le plus gros travail pour moi, en tant que directeur de la photographie, était de vraiment aider le public. Il serait rapidement désorienté si on ne clarifiait pas ce qu'il voit. Pour les scènes à l'extérieur de l'Octobre Rouge, une maquette presque grandeur nature au-dessus de la ligne de flottaison du sous-marin est construite à partir de 2 barges soudées ensemble. Ce qui donne à l'image l'impression que c'est un véritable sous-marin qui émerge de l'océan à un moment clé du film. Grâce à la collaboration de la Navy, McTiernan a également pu tourner pendant 3 jours à bord de l'USS Enterprise, un véritable porte-avions de la marine américaine, ainsi que dans l'un de ses chantiers navals, pourtant classé top secret. Contrairement à Abyss de James Cameron, dont nous avons largement relaté la difficile production dans un précédent épisode, les scènes sous-marines n'ont pas été tournées dans l'eau, mais en studio à l'aide de maquettes suspendues. Pour donner l'impression que les sous-marins naviguent au fond de l'océan, l'équipe des effets spéciaux a effectué un travail complexe, utilisant un jeu de miroir combiné à la simulation d'un épais brouillard. Quelques effets numériques ont été ajoutés en post-production et le tour est joué. Ce choix de ne pas tourner dans l'eau a permis de limiter les risques et de réaliser une substantielle économie de production. Je vous remets le sous-marin nucléaire lanceur de missiles Octobre Rouge. Mes officiers et moi demandons l'asile politique aux États-Unis d'Amérique. Le travail avec les acteurs se déroule sans accroc pour McTiernan, pourtant réputé pour être très exigeant, même en présence d'une légende du cinéma comme Sean Connery. Alec Baldwin profite pleinement de cette expérience et apprend beaucoup de son illustre aîné. Connery, de son côté, fait preuve de professionnalisme et de générosité, facilitant ainsi les échanges et renforçant la dynamique de l'équipe sur le tournage. J'ai entendu dire tant de choses sur Sean, se souvient Scott Glenn, qu'il était dur et bourru. Mais moi, je l'ai trouvé vraiment gentil, drôle, irrévérencieux et très généreux. Les prises de vue s'achèvent à l'automne 1989. Durant le tournage, John McTiernan confie au monteur Peter Zinner la tâche de monter les premières séquences déjà filmées. Zinner n'est pas un inconnu, puisqu'il est notamment responsable du montage des 2 premiers opus du Parrain de Francis Ford Coppola, rien de moins. Cependant, McTiernan estime rapidement que les séquences manquent de rythme et ne répondent pas à ses attentes. Le réalisateur décide alors de remplacer Zinner par Dennis Virkler et John Wright, 2 monteurs plus jeunes et davantage en phase avec sa vision du film. En guise de consolation, McTiernan propose tout de même à Zinner un rôle dans le film, celui de l'amiral Padorin, commissaire politique de la marine soviétique. Audio Fidelity Records presents... Pour composer la bande originale de À la poursuite d'Octobre Rouge, John McTiernan fait appel à Basil Poledouris, un grand nom de la musique de film à qui l'on doit notamment les partitions mythiques de Conan le Barbare, Robocop et Starship Troopers. Sa composition est dominée par de puissants morceaux orchestraux soutenus par des chœurs, renforçant l'aspect épique et la tension inhérente au récit. Ces chœurs apportent une dimension patriotique et solennelle, mettant en lumière également les enjeux politiques du film. Poledouris propose également des morceaux aux sonorités plus modernes, avec l'utilisation subtile de synthétiseurs pour les scènes d'action sous-marine, reflétant l'environnement technologique et mystérieux du submersible. À la poursuite d'Octobre Rouge sort dans les salles américaines le 2 mars 1990 et reste en tête du box-office pendant 3 semaines. Le film rapportera au final plus de 122 millions de dollars, rien que sur le sol américain. En France, le nouveau McTiernan débarque sur les écrans quelques mois plus tard, le 29 août 1990. Si le film dépasse le million d'entrées, on ne peut pas vraiment le qualifier de carton. Il se classe 27e au box-office de l'année, loin derrière Le Cercle des Poètes Disparus, La Gloire de mon Père ou encore Pretty Woman. Cependant, À la poursuite d'Octobre Rouge connaîtra en France une belle seconde vie, devenant l'un des plus gros succès des vidéoclubs en 1991. Aujourd'hui, le film est justement disponible en DVD, Blu-ray et sur la plateforme Paramount+. Du cinéma maintenant, avec l'événement de la semaine, le retour d'Harrison Ford dans Danger immédiat. Il interprète un agent de la CIA, un rôle dans lequel Harrison Ford semble au moins aussi à l'aise que dans le rôle de l'aventurier. Après le succès de À la poursuite d'Octobre Rouge, Mace Neufeld et la Paramount ne tardent logiquement pas à adapter pour le grand écran 2 autres romans de Tom Clancy, toujours centrés sur le personnage de Jack Ryan.
Jeu de guerre en 1992 et Danger immédiat en 1994. Exit Alec Baldwin, c'est donc désormais Harrison Ford qui incarne dans ces deux films le célèbre analyste de la CIA. John McTiernan ne remplit pas non plus, remplacé par le réalisateur australien Philip Noyce. Je n'ai jamais ordonné Non, quelconque... non, ne jouez pas à ce petit jeu-là avec moi. Je ne vous laisserai pas salir leur mémoire en me faisant croire que vous n'y étiez pour rien. Quel droit venez-vous me faire la morale dans ce... Mais vous, monsieur, de quel droit? Quel droit venez-vous dans ce bureau aboyer après moi comme un sale petit roquet? Je suis le président des États-Unis, monsieur. Jeu de guerre marque une approche plus personnelle du personnage de Ryan, impliqué malgré lui dans un conflit avec une organisation terroriste irlandaise. Quant à Danger immédiat, Harrison Ford se retrouve plongé dans une affaire complexe mêlant narcotrafiquants colombiens et manœuvres politiques à Washington. Il faudra attendre 2002 pour voir la suite de ce qu'on en appellera le Ryanverse sur grand écran, cette fois incarné par Ben Affleck dans la somme de toutes les peurs. Puis ce sera au tour de Chris Pine d'endosser le costume de l'analyste dans The Ryan Initiative en 2013. Mais c'est John Krasinski qui est finalement le dernier à ce jour à avoir incarné le personnage dans la série Jack Ryan, produite par Amazon. Alors pourquoi un épisode sur À la poursuite d'Octobre Rouge ? D'abord parce que c'est toujours un film d'une qualité exceptionnelle, n'ayant pas pris une ride presque 35 ans après sa sortie. Et ça c'est déjà pas mal. Aussi parce que c'est l'un des films du grand McTiernan qui a souvent tendance à être oublié quand on revient sur sa filmographie. À côté des poids lourds que sont Piège de cristal, Predator, Last Action Hero et Une journée en enfer, À la poursuite d'Octobre Rouge a pourtant toute sa place. Non seulement il aborde un contexte historique particulier, celui de la guerre froide, mais il traite également des thèmes comme la loyauté, la trahison et l'ambiguïté morale, des thèmes récurrents dans l'œuvre de McTiernan. Le film démontre aussi une facette plus subtile et réfléchie du réalisateur, où la tension ne repose pas uniquement sur des scènes d'action spectaculaires, mais sur une intensité émotionnelle basée sur la guerre des nerfs. Monsieur l'ambassadeur, vous avez environ une centaine de navires de guerre en opération dans l'Atlantique Nord, en ce moment même. Votre aviation a lâché en mer assez de sonars flottants pour qu'un homme puisse marcher du Groenland jusqu'à l'Islande et l'Écosse sans avoir à se mouiller les pieds. Alors vos conneries de service, ras-le-bol. Vous parlez avec votre délicatesse coutumière, monsieur Pelt. Mais l'océan Atlantique... Et ces mouvements qui ressemblent à des exercices pourraient bien être précurseurs de guerre. Comment pourrions-nous faire la différence ? La prudence exige que nous déployions nos navires pour observer les vôtres. Il serait bon que votre gouvernement réfléchisse au fait que tenir vos bâtiments et les nôtres, votre aviation et la nôtre, dans une telle proximité, c'est créer une situation à très haut risque. Des guerres ont commencé de cette manière, monsieur l'ambassadeur. Le film continue de parler à un public moderne, car les questions qu'il aborde transcendent la guerre froide. Il parle de peur de l'autre, de la gestion des crises internationales, de la guerre de l'information et de la loyauté individuelle face à des systèmes politiques défaillants. Ce sont des thèmes qui, bien que spécifiques à la période de la guerre froide, trouvent des échos dans le monde contemporain, avec des crises politiques et idéologiques toujours présentes dans de nombreux pays. C'était Max pour ce retour sur À la poursuite d'Octobre Rouge. Avant de conclure, je voulais faire un petit clin d'œil à un autre podcast cinéma, et on recommence. Un podcast de discussion entre potes qui parle de remakes de films et de séries mené par Cynthia, que je vous conseille vivement d'écouter. On y parle notamment du Dîner de cons, des Visiteurs ou de 12 hommes en colère, et donc de leur remake. Un podcast à retrouver sur Apple Podcast et sur Spotify. Voilà, on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. En attendant, tous les précédents sont toujours disponibles à l'écoute sur notre site retouralécran.fr, sur YouTube et sur les meilleures plateformes de podcast et de streaming musical. À très bientôt. Si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. C'est vrai que je ne vis que pour le cinéma. Pour être aimé, il faut être aimable. Vous voulez un chocolat? C'était pas ma guerre. Back and full force. Quelle est votre devise? Je m'appelle Bond. James Bond. Vous délirez totalement là. C'est ça qui permet de voyager à travers le temps. La vie a plus d'imagination que nous. J'espère que je ne vous apprends rien. Vous êtes un mélancolique. Mélancolique, mon cul.